Nous allons parler cette fois-ci de quelque chose qui malheureusement ne nous, là non plus ne nous porte pas vraiment. Là on parle d'écologie, on va parler de ce qui se passe à l'île Maurice avec le Wakasho et voir un petit peu avec Krishna Saou ce qui se passe vraiment à l'île Maurice. Ça, c'est dans Cosmo Rayane. Bonsoir Krishna Saou. Bonsoir monsieur. Alors, j'allais dire que aujourd'hui, est-ce que on sait, est-ce qu'aujourd'hui la situation est vraiment sous contrôle à Maurice ou pas? Non, pas complètement, parce que on n'a pas encore pris une décision finale. Qu'est-ce qu'on va faire vous savez, Wakasho s'est cassé en deux, et la partie qui n'est pas sur le récif, qu'est-ce qu'on va en faire de ça? Est-ce qu'on va le remorquer, l'envoyer sur les côtes indiennes pour le recycler? Est-ce qu'on va le couler au large de mer territoriale mauricienne, ou est-ce qu'on va attendre les trois experts promis par le ministre français Sébastien Lecornu qui va envoyer là d'ici peu à Maurice? Et je pense qu'on aura une décision dans la soirée ce soir ou demain. Là, d'abord, sur l'île Maurice même, quel est l'état d'esprit des Mauriciens aujourd'hui? L'esprit des Mauriciens sont très bas parce que ils étaient pas prêts pour ça, et c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais connu. Et puis on va rappeler aussi qu'il y a encore le problème du virus actuellement. Oui, il y a double peine, le problème du virus qui est sous-jacent et le problème de la crise Wakasho, comme on dit. Et puis bon, il y a d'autres petits problèmes aussi qui sont toujours là. Voilà. L'économie, l'ouverture de frontières, le tourisme, c'est que ça va juste pour rappeler que les pêcheurs manifestent aujourd'hui. Voilà. Manifestent depuis quelque temps parce que leur outil de travail a été abîmé. Voilà. Mais globalement, faut quand même féliciter les Mauriciens pour leur mobilisation contre cette pollution. On a vu quand même un pays solidaire. Oui, on a vu un pays solidaire où tout le monde a mis la main à la pâte, quelles que soient ses origines sociaux ou quoi que ce soit. On a vu des managers, des enfants, tout le monde a participé à leur façon, et avec les moyens du bord. C'est des bouées qui étaient faits avec des champs de canne, avec la paille de canne, ou alors des cheveux. Ou des cheveux, et c'était fait par des bateaux, des pêcheurs, des gens qui connaissent un petit peu la mer. Bon, peut-être la stratégie, pour le futur, il faut le revoir. Si ça se produit dans un autre pays et il y a des volontaires qui y participent, il faut peut-être le revoir, parce que le fuel, en sortant du bateau à Pointe-des-Cygnes, c'est quand même répandu le long de la côte jusqu'au moins Trou-de-Douce, c'est-à-dire du sud à l'est. Donc, peut-être il y avait une stratégie de mettre les bouées, etc., que malheureusement, on est des volontaires, c'était Il y a pas que ça. Je pense qu'aujourd'hui, si ceux qui sont intervenus n'ont pas pu stopper, c'est parce que de la part du bateau, on n'a pas eu, je crois pas que Maurice a eu les informations nécessaires. Au départ, le bateau était échoué sur un banc de sable. On disait pas que le bateau était en danger. Au départ, on voyait ça plus comme quelque chose qui se passe. C'est un peu drôle qu'un bateau s'échoue sur un banc de sable. C'est après que ça s'est compliqué. Je pense que sans vouloir, c'est toujours plus facile de parler une fois que les choses sont passées. Mais peut-être que les autorités mauriciennes ont manqué dans la prise de décision un peu plus de... On n'a pas anticipé. Un peu plus de clairvoyance, parce que les rapports déjà des experts, c'était des experts de l'armateur. Donc et on connaît que dans d'autres cas, quand il y a eu ce compagnie a eu des bateaux qui ont fait naufrage dans le golfe Persique, ils avaient trop attendu aussi. Ils avaient dit attends, et après le truc s'est déversé. Et il faut dire aussi que le bateau ne s'est pas échoué sur un banc de sable, c'est échoué sur un récif corallien qui est un des endroits les plus dangereux à Maurice. C'est vrai que nous, Mauriciens ou Rayonnais, on connaît les belles plages.
Mais le sud est très dangereuse. Et d'ailleurs, il y a eu plusieurs naufrages à l'endroit où Wakasho a fait des naufrages. Il faut se rappeler aussi du bataille de Grand Port entre l'Angleterre et la France. Et c'est il faut aussi en tenir compte du météo parce qu'il y a des houles, des vagues de 7 mètres de hauteur. Donc, dans une situation pareille, on a 3 solutions. La première solution, on envoie un bateau, on pompe de l'autre bateau à ce bateau-là, et après on ramène ce bateau-là au port de Port-Louis, et pour pouvoir l'extraire et recycler. La deuxième solution, si il était, comme vous dites, sur un banc de sable un peu proche du rivage, on met un tuyau dans le bateau et on joint ça avec un camion-citerne et on procède, on fait recyclage. D'accord. Et la troisième solution, et ça c'est répertorié sur le Google, la troisième solution reste qu'on utilise tous les volontaires, on appelle ça le nettoyage à la petite cuillère, donc de mettre des bouées pour amortir, et ceux qui malheureusement passent ces bouées et arrivent sur le rivage, on nettoie à la petite cuillère, hein. Tout le monde donne un coup de main pour nettoyer avec ce qu'ils ont comme moyen de bord. Et dans la population mauricienne, aujourd'hui, il y a quel sentiment il y a de la colère, il y a de la compréhension, il y a je pense que une révolte. Il y a un début de révolte, mais peut-être parce que l'opposition n'a pas joué son rôle. L'opposition a profité pour faire une politique de caniveau. Il a attaqué le gouvernement. On va dire qu'il y a des élections aussi qui se préparent. Il y a les qui sont derrière. Ouais. Il y a tout un agenda. Il y a la nouvelle alliance Parti travailliste, PMSD, MMM. Et donc, ils ont ciblé les ministres, ils ont demandé la démission des ministres, ils ont même mis des entrées sur un fondement de omission coupable, criminel, etc. Donc, on est parti trop loin. Hein. On va dire que les élections, la campagne électorale a déjà commencé. A déjà commencé, et c'est vrai que la population sans maîtriser toutes les données, ils ont dit mais quand même n'importe quel Mauricien lambda ou n'importe qui lambda dans le monde dira mais pourquoi le gouvernement a attendu 13 jours pour agir, hein, ils auraient pu agir avant. Pourquoi le Mauricien lambda dit pourquoi on n'a pas mis des bouées tout autour de Wakasho, comme si on pouvait mettre des bouées tout autour de Wakasho et ça allait tenir. Donc ces arguments fallacieux en ce moment. Je crois que comme dans toute population, chacun est expert, chacune est experte. Tout le monde est expert. Chacun propose quelque chose. Et je pense que, et ne serait-ce que moi, la première question que je me suis posée, mais qu'est-ce que faisait le bateau à cet endroit? Oui, il y a plusieurs versions. La version du capitaine de bateau, et malheureusement, coïncidence, le capitaine de bateau, c'est un Indien, pareil comme dans Erika, c'était le naufrage Erika, c'était un Indien. Et le capitaine de bateau a dit que son explication à lui, c'est que il y avait du mauvais temps. Et il avait peur des pirates, donc il a dérivé un petit peu, et finalement il était dans la zone qu'on appelle le innocent passage, le passage qui est à 12 mètres nautiques de la fin de notre territoire. Et les employés de Wakasho ont fêté un anniversaire à bord. On voulait capter le Wi-Fi. Vous savez très bien que le Wi-Fi, il a une distance assez limitée avec le mauvais temps. Capter le Wi-Fi, ça n'a aucun sens. Ça n'apparaîtrait même pas sur votre téléphone ou votre smartphone. Donc, pour le moment, on a cette version-là. Après, on avait la version des autorités, qu'on pouvait rien faire, qu'il y avait la météo, qu'on avait les mauvais experts, que les experts nous ont dit d'attendre, etc. Bon. Et il y a l'extravagance. L'opposition a été même jusqu'à sur les ondes de BBC pour dire que c'était une histoire de trafiquants de drogue. Il y avait un petit bateau qui allait accoster avec Wakasho pour faire une livraison de la drogue. Donc là, on est parti comme dans toutes les catastrophes au monde. Tout était possible. Tout est possible, complotistes, terroristes, ce qu'on veut, tout est possible. Mais il y a une chose quand même qui est vraie, c'est que pour l'instant, on ne connaît pas la version vraie et officielle. Ça, c'est une chose. Mais il y a l'autre question que je voulais poser, c'est que reprocher au gouvernement mauricien de ne pas être intervenu, je pense que
là aussi, c'est aller un peu vite en besogne. Je veux dire que de quel droit le gouvernement mauricien sur quel droit pouvait-il s'appuyer pour aller intervenir sur un bateau japonais? Oui, un bateau japonais qui était, c'est vrai, sur son territoire. Qui n'a pas appelé à l'aide. Qui n'a pas appelé à l'aide. Et les Japonais, très malins, hein, très habiles, se sont déplacés très vite. Ils ont envoyé les experts très vite. Et ils ont présenté des excuses très vite. Donc, l'État japonais lui-même a promis d'aider Maurice. Et donc, on pensait qu'ils étaient de bonne foi. Mais peut-être qu'il faut remettre en cause aussi peut-être la bonne foi, parce que tout ça, c'est une histoire de sous derrière. C'est une histoire d'assurance, c'est des histoires de paiement à l'État mauricien pour le préjudice écologique, pour le nettoyage, pour tout, pour les années qui viennent, où il faudra dépolluer cette plage, pour la faune et flora perdue, pour la perte économique, touristique et les pêcheurs, les gens qui vivent de la mer, etc. Justement, c'est sur ce point-là qu'aujourd'hui, je dirais que se concentre le débat. Quel va être le dédommagement? On voit là que le ministre de l'Outre-mer français a été à Maurice, a dit que et on se pose la question de savoir comment se débarrasser de ce bateau. Est-ce qu'il faut l'immerger au large, le couler au large? Quelle peut être la solution aujourd'hui et que peut apporter la France à Maurice aujourd'hui? Je pense que Monsieur Lecornu, le ministre français, d'ailleurs, j'en profite au nom de tous les Mauriciens de le remercier, et remercier la France et remercier Monsieur Macron pour avoir agi. Il était le premier qui a agi très rapidement. Et bien sûr, mes frères, mes sœurs rayonnaient, bien sûr. Et donc, je pense que la meilleure solution, c'est qu'il a compris que on dépendait que des experts de l'amateur chinois. Et donc, on avait besoin d'avoir des experts qui sont vraiment des experts. Et donc, il va envoyer 3 experts pour nous aider. Neutre et objectif. Objectif, voilà, pour nous aider, et pour pouvoir gérer ce problème-là. Parce que, quelque part, on est les îles Sœurs, hein. Oui. Qui affecte Maurice, affecte la Réunion. Tout à fait. D'ailleurs, l'une des raisons pour lesquelles Sébastien Lecornu, ministre d'Outre-mer, ne souhaite pas que le bateau soit coulé au large de Maurice, c'est parce qu'il y a une crainte que, avec le temps, des boulettes se forment et viennent s'échouer sur les côtes réunionnaises. Oui, de Saint-Joseph à Saint-André. Voilà. Donc, il y a je veux dire que la Réunion, à ce moment-là, peut subir aussi le contre-coup de cette oui, un préjudice écologique sans précédent. Donc aucun expert pour le moment au monde peut savoir vraiment ce qui va en découler. Hein. C'est comme le Covid, on avance un petit peu dans un tunnel, et après on découvre et il faut ajuster. Et donc je pense que oui, il y a un risque pour la Réunion, un risque sérieux et qu'il faut en prendre en compte. Dès maintenant, oui. D'ailleurs, il y a une cellule de crise à la préfecture de La Réunion, hein, avec Monsieur Jacques Briand. Oui. Donc, c'est une bonne chose. Le préfet de La Réunion. De La Réunion, pardon. La question sur ce point, Christian Sao, c'est que est-ce que le contexte aujourd'hui, parce que la réponse n'est pas encore apportée, la situation n'a pas été concernant le devenir de ce bateau n'est pas connu pour l'instant. Les experts sont sur place, mais est-ce que ça veut dire que quelque part, Maurice va devoir, j'allais dire, payer les pots cassés? Je pense que Maurice ne payera pas les pots cassés parce que Maurice est signataire d'une convention internationale pour responsabilité civile, comme on dit, et il faut faire la distinction. Il y a entre un tanker et un bunker. Donc celui-là, c'est un vraquier. Le plafonnement est un peu plus bas, mais Maurice sera indemnisé en temps et en heure. Et les Japonais sur ACNN, ils ont dit ils vont jouer le jeu. Et donc, je pense de ce côté-là,
les choses vont avancer. Maintenant, le plafonnement de l'indemnisation se lève à 2 billions de yens. Est-ce que ce sera suffisant ou pas? Maurice aussi, quand il a signé, il y a un fonds d'indemnisation, il a signé le convention de 1976, alors qu'en 1996, ça a beaucoup amélioré. Mais malheureusement, Maurice n'a pas signé la version en 1996, et ça, c'est les cours de justice à décider s'il faut indemniser 1996 ou 1976. Déjà, il faudra aussi définir quelles sont les responsabilités des personnes sur le bateau d'avoir causé cette... Oui, donc comme dans le procès Erika, on va déterminer quel est le rôle de l'équipage. On va déterminer ce vraquier, est-ce qu'il était à double coque, oui. Quel est le type de fuel qui s'est déversé. Au premier abord, on me dit c'est un fuel qui serait source de cancérigène, donc ça affecte la santé des populations, donc c'est pas juste les pêcheurs, c'est tous les habitants qui habitent sur la côte. Et toute la faune de... Voilà, toute la faune. Toute la faune. Hein, toute la faune, tous les poissons vont tous être... les poissons, tous les oiseaux, comme dans Erika. Ouais. Et aussi, il y aura forcément tous les différents aspects qu'il faudra avoir. Et donc, il faudra dans un premier temps poursuivre le propriétaire qui s'appelle Nagashi, qui est basé au Kusama, au Japon. Et il faudra aussi faire attention sur le fait que ce bateau est immatriculé dans ce qu'on appelle le paradis fiscal Panama. Et donc, si c'est la loi Panama, dans le conflit de juridiction de droit international, si c'est le Panama qui est compétent pour ça, ben les lois panamènes, excusez-moi, hein, c'est très fluctuant. Très fluctuant. Voilà. Donc encore une fois, là c'est l'occasion rêvée et on compte sur la France. On a besoin du poids de la France sur l'international parce que nous, une petite île, on fera pas le poids. Voilà, surtout face à un pays comme le Japon, qui fait partie des 4 ou 5 pays au niveau économique, parmi les meilleurs sur ce terrain-là. Et il est évident que face au Japon... Non, on aura besoin de l'aide de la Réunion, de Saint-Denis, du préfet, de l'État français pour qu'on puisse arriver à quelque chose. Et aussi qu'on débouche, comme après Erika, il y a eu des nouvelles lois, des nouvelles mesures qui ont été prises en compte. Et au niveau des organisations mondiales, qu'on puisse dire plus jamais ça. Oui, parce que c'est quand même étonnant qu'un bateau se casse en deux comme ça sur un récif. Alors que, oui, la houle était quand même fort, mais ça veut dire aussi que l'état du bateau n'était peut-être pas aussi... Moi, je pense pour cette solution, parce que si on regarde le procès de Erika, on avait dit que malgré les conditions de météo, Erika s'est cassé parce que Erika, ils n'avaient pas respecté toutes les normes de sécurité. Là, les Japonais, très malins, je dois dire encore une fois, très habiles, est venu nous dire que eux-mêmes, ils ont une société qui, soi-disant, au mois de mars, Wakasho a passé tous ses contrôles. Mais est-ce que ces contrôles-là, c'est aux normes internationales ou est-ce que c'est aux normes des Japonais? Donc là aussi, il faut voir, est-ce que c'est un norme japonais qui est below le standard à minima, ou il est au maximum. Donc tout ça, c'est quelque chose qui va profiter le monde entier et on demande justement l'aide de l'État mauricien. Je lance un appel ici, simple citoyen mauricien, que la France nous aide. Si on regarde depuis l'époque de la Mogadise, 1978, oui. cette marée noire, et on a avancé. Il y a moins de bateaux qui s'échouent et qui se déchirent en deux, mais quand ça se passe, c'est catastrophique. Oui, mais la leçon qu'on a tirée de Erika, c'est-à-dire qu'on a demandé que les bateaux qui transportent des produits dangereux passent très loin, alors que là, un bateau qui avait des produits dangereux, il est passé à 12 mètres nautiques. C'était autorisé par la loi mauricienne. La loi de la mer mauricienne l'autorise, dans ce qu'on appelle le innocent passage, de passer à 12 mètres nautiques de nos côtes. Mais
c'est scandaleux. D'ailleurs, Greenpeace Africa a écrit une lettre au ministre de Maurice pour abolir ça. Il faut que nous abolissions ce droit de passage, de passer aussi près pour des produits dangereux et qu'il passe au-delà du 200 mètres. Des 200 000 nautiques. C'est-à-dire qu'ils passent dans les eaux internationales et non pas dans les eaux mauriciennes. Voilà, tout à fait. Complètement en dehors. Quelle que soit l'excuse, qu'ils cherchent du Wi-Fi, qu'ils fêtent un anniversaire ou je ne sais quoi encore, il y a pas, c'est interdit. Maintenant qu'on transporte du riz, je veux bien, hein, mais voilà. Transporter du riz. La question, Krishna Saou, c'est qu'aujourd'hui, comment Maurice peut se sortir de cette situation-là, parce que c'est quand même une partie de son patrimoine touristique qui a été entaché et qui va l'être pendant quelques années. Oui, mais la chance que la Maurice a, le sud, c'est la partie la moins praticable au niveau de la mer, hein, pour aller se baigner. D'accord. On sait bien que Gris-Gris, c'est dangereux, et Pomponette, tout ce volet-là est assez dangereux, à part Blue Bay. Donc les Réunionnais qui vont à Presqu'île. Donc peut-être que ça, les Réunionnais qui aiment ce côté sud, peut-être n'iront pas de sitôt, ou iront mais ils ne profiteront pas de la mer. Mais le fleuron du tourisme maurice, c'est le nord. Heureusement, on a sauvé l'île aux Cerfs. Le fuel n'est pas venu jusqu'à l'île aux Cerfs. Donc, de ce côté-là, je pense qu'on limite la casse. Et en même temps, les touristes qui viennent à Maurice, c'est les habitués, des amoureux. Et je pense qu'il ne nous lâchera pas même dans la difficulté. On a vu des touristes bretons donner des coups de main pour nettoyer. On a vu un kitesurfer français qui a nettoyé tout le mangrove tout seul. Donc, il n'y a pas que les Mauriciens. Hein. Il y a beaucoup de touristes, des gens étrangers qui sont venus mettre la main à la pâte pour évacuer tout le fuel qui était sur le rivage ou dans les eaux. Hein. Donc, de ce côté-là, c'était une chaîne mondiale, on va dire, oui. En tout cas, il y a une chose qui est vraie, c'est qu'il faut reconnaître que l'île Maurice a bien réagi. Les Mauriciens et les Mauriciennes ont mis la main au mazout, en tout cas sont là pour défendre leur île. Oui, la mer est redevenue une couleur beaucoup plus agréable. Bien sûr, il y a 3 types de pollution. Et la pollution dans l'air, donc peut-être des gens auront des problèmes de santé parce que le fuel est cancérigène dans les années qui viennent. Et il y a le mazout qui était sur le surface, ça on a pu enlever, mais il y a quand même des mazouts qui sont tombés dans le sable en profondeur. Ça, il faudra une opération de dépollution. Ouais. D'accord. Merci en tout cas, Krishna Saou, donc pour tous ces informations. En tout cas, on espère que l'île Maurice prendra le temps qu'il faut, mais retrouvera sa beauté originelle, hein. Je veux dire, c'est tout ce qu'on peut souhaiter. En tout cas, on souhaite beaucoup de courage à nos cousins et à nos amis mauriciens. En tout cas, j'espère que tout va bien se passer parce que ça ne fait que se débuter, surtout tout ce qui concerne le droit international. Ça va être assez complexe. Très complexe pour une petite île comme nous. Merci, Christophe. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci François, merci Hélène. Je vous dis à bientôt.